Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien avec ces systèmes. Je m'appelle Bruno Kovacs, donc je suis en charge du service études et standardisation sécuritaire au centre CB. Donc je sais que le choix a été risqué de placer une formation, un keynote sur la informatique quantique pile à l'heure du déjeuner, mais nous allons garder votre attention, j'espère. Donc aujourd'hui on va faire ça en deux étapes. Donc la première, donc plus générale, ça sera donc sur qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique et comment ces domaines sont en train d'évoluer. Donc pour cela, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir le docteur Rémi Géraud-Stewart, qui est cryptologue et chercheur à l'ENS. Et ensuite, je prendrai la main pour donner la vision CB. Donc pourquoi la quantique pourrait être une menace pour notre système et comment nous comptons y faire face. Donc je vais passer la main. Oui, donc à la fin, vous aurez 10 minutes pour poser vos questions. Donc je vais passer la main à Rémi et bonne séance. Merci Bruno pour l'introduction, merci pour l'invitation. J'espère que tout le monde m'entend à peu près, il faut mettre le casque, sinon super. Effectivement, je vais vous parler de cryptographie, effectivement c'est osé, surtout en 20 minutes. J'aurai évidemment des choix à faire sur ce que je vais vous dire et ce que je passerai que brièvement. Je vais commencer par vous donner un aperçu rapide de ce que c'est cette question de calcul et d'informatique quantique, d'ordinateur quantique, de façon très brève et un peu schématique, mais j'espère qu'il vous fera ressortir plus cultivé que vous ne l'étiez en arrivant sur la question. Je vais commencer par l'éléphant dans la pièce. Vous avez peut-être déjà vu des images comme celle-là. Qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas un gâteau de mariage à l'envers, mais ça y ressemble beaucoup. C'est un frigo. Enfin, plus spécifiquement, c'est un cryostat. C'est une machine qui permet de conserver une température très basse, très stable, pour que le petit composant que vous voyez en bas dans le carré ici noir soit maintenu à quelques millidegrés au-dessus du zéro absolu. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça parce qu'on s'est rendu compte, dans les années 50-60, que certains composants, certains mécanismes physiques, qui sont très fugaces, très éphémères, sont également très difficiles à calculer. Alors voici quelques-uns de ces petits composants dont la physique est compliquée, ça s'appelle des jonctions Josephson, et on les maintient très froids, déjà pour que ce phénomène soit visible, ensuite pour pouvoir le détecter, et puis surtout pour le maintenir en vie suffisamment longtemps, quelques picosecondes, quelques nanosecondes, la durée où ce phénomène se produit, pour pouvoir l'observer. Alors comme je vous dis, on sait quel est le comportement de ces choses-là, on sait le calculer, on sait le prédire. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une machine pour faire l'expérience qui va confirmer la théorie ? Eh bien la raison, elle tient précisément à ce que la théorie, certes, nous donne le résultat, mais après quelques jours, semaines, mois de calcul. Alors que la machine, puisque c'est une expérience de physique, va immédiatement se comporter comme elle se comporte. L'objectif, si vous devez retenir une chose de cette présentation, l'objectif de l'ordinateur quantique, c'est de contourner tous ces calculs pénibles qu'on sait faire, en les faisant faire par une machine analogique, en les faisant faire par une expérience de physique. Alors ici, une expérience de physique quantique parce qu'on s'est rendu compte que la physique quantique était particulièrement pénible dans les calculs. Mais ça aurait pu être, peut-être, une expérience de physique classique. Donc si je devais vous donner une analogie, pensez à quelqu'un qui souhaite traverser un fleuve, qui devrait en temps normal à pied faire le tour du fleuve et trouver un gué ou trouver un pont et puis traverser et puis aller de l'autre côté, peut-être marcher encore. L'ordinateur quantique est une tentative de trouver un raccourci sous la forme d'un bateau, quelque chose qui est capable de naviguer directement d'une rive à l'autre et qui permettrait de faire ce même chemin plus efficacement, au moins sur certains trajets. L'analogie du bateau a ses limites, mais elle a aussi sa profondeur. À la manière d'un bateau, vous pourriez trouver ce raccourci efficace dans certains contextes. À la manière d'un bateau, vous n'allez pas faire vos courses ou amener vos enfants à l'école en bateau. Et donc, de façon similaire, un ordinateur quantique qui, certes, accélère certains calculs, ne va pas accélérer tous les calculs dans tous les contextes. Ce n'est pas un ordinateur plus rapide, ce n'est pas un ordinateur plus puissant, c'est un ordinateur différent, qui fait des calculs différents d'une façon différente. Et tout le travail que nous essayons de faire, c'est de rentabiliser, d'exploiter cette différence pour faire des choses utiles. Deuxième chose que vous devez retenir si jamais vous ressortez de cette présentation et que vous allez en parler au dîner, un ordinateur quantique comme un bateau n'est pas une machine parallèle, elle ne fait pas des calculs simultanés, elle fait un calcul d'une certaine manière qu'on peut modéliser de façon différente, mais elle ne fait pas plusieurs calculs simultanés. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que, on a un raccourci potentiellement parce qu'on fait les calculs différemment.
Eh bien, plus concrètement, il y a un certain nombre de problèmes mathématiques très précis pour lesquels on sait que cette nouvelle manière de calculer, cette manière différente de calculer est effectivement plus rapide que la manière classique. Plus exactement, c'est des choses qu'on sait résoudre, qu'on sait déjà faire, mais par un détour compliqué qu'on aimerait bien s'épargner. L'ordinateur quantique promet de ne pas avoir à faire ce détour et de pouvoir aller directement, ou plus rapidement en tout cas, à la solution de ces problèmes. Pour tenir ces promesses, il faut deux choses, les machines, qu'on appelle les ordinateurs quantiques, et le logiciel qu'on appelle les algorithmes quantiques. Dans le monde traditionnel, on a d'abord eu les machines et puis progressivement une industrie du software qui s'est construite dessus. Dans le monde quantique, dans le monde de l'informatique quantique, les choses se sont passées différemment. On a d'abord eu, dès le début, les algorithmes. Et depuis, on essaie de fabriquer les machines sur lesquelles les faire tourner. Donc je ne vais presque pas vous parler des algorithmes parce qu'en final, on les connaît depuis une trentaine, une quarantaine d'années pour certains. Je vais vous parler des machines et où on en est. Parce que c'est ça qui, aujourd'hui, est sur la ligne critique pour arriver à débloquer ce potentiel qu'on imagine pour les calculateurs quantiques. Alors, je vais y aller vite, mais je vais y aller en 3 phases. La première phase, qui est la première historiquement, on pourrait appeler l'ère des pionniers, c'était à une époque où on avait cette idée de faire un raccourci physique, mais on ne savait même pas si c'était une bonne idée. On ne savait même pas si c'était possible, on ne savait même pas si ça allait donner quoi que ce soit. Et dès les années 80, quand cette idée a été posée sur la table, il y avait des gens sceptiques et il y avait des gens un peu plus enthousiastes. Et il a fallu attendre le milieu des années 90 pour que les premiers ordinateurs quantiques soient fabriqués, en 97. Par plusieurs équipes dans le monde, on a pu montrer, ok, voici un ordinateur quantique qui fait effectivement un raccourci sur certains calculs avec deux petits systèmes en interaction, on appelle des qubits. Bon, c'est un démonstrateur et puis petit à petit d'autres équipes, d'autres laboratoires de recherche ont réussi à reproduire, à améliorer un petit peu, à rendre la chose un peu plus complexe. On a pu tester les algorithmes, l'algorithme de Shor, dont je vais reparler tout à l'heure, en 98. Et puis, au cours des années, on a fait grandir ces machines de 5 systèmes en interaction à 7, à 8. Plus on a de systèmes en interaction, plus les maths derrière pour savoir comment ça va se comporter sont pénibles. Donc, si on a un système physique qui fait le calcul en un seul coup, on y gagne d'autant plus. 5, 7, 8, 11, 14 à la fin des années 2010. Ce sont des centres de recherche académiques. Tout ça, c'est fait dans des laboratoires universitaires, pour l'essentiel, ou en collaboration avec des laboratoires universitaires. Et puis, ils ont montré donc que c'était faisable, ils ont montré que c'était possible, ils ont montré que l'ordinateur quantique n'était pas une fiction, que ce n'était pas une idée comme ça jetée en l'air, que ça pouvait fonctionner. Mais ils n'ont pas montré que c'était utile. Ils n'ont pas montré que c'était vendable, ils n'ont pas montré que ça servait à quelque chose, juste que c'était possible. Et donc ils ont été suivis très rapidement par un désir d'industrialiser, qu'on pourrait appeler l'ère des industriels, et qui a duré une dizaine d'années, d'industrialiser ces méthodes, passer du laboratoire au marché. Ce qui nécessite d'améliorer les processus, ce qui nécessite de trouver une manière d'économiser, parce que c'est des méthodes très coûteuses, et qui ont donné lieu à des progrès qu'on peut qualifier de spectaculaires, puisqu'on est passé de 14, 15, 17 qubits au début des années 2015, jusqu'à une centaine de qubits au tournant de l'année 2020, 2021. Donc un gros passage à l'échelle sans révolution technologique. C'est juste l'amélioration des procédés, l'amélioration des méthodes de fabrication, l'amélioration de la compréhension notamment des jonctions de Josephson dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, ce sont des groupes industriels qui ont emboîté le pas sur les académiques, qui ont certes recruté des académiques, mais pour l'essentiel, dans l'objectif de trouver un marché pour ces machines. Pas seulement les fabriquer, pas seulement montrer qu'elles peuvent fonctionner, mais convaincre des gens comme vous, moi et d'autres entreprises d'acheter ces machines-là. Le problème de fond, même jusqu'à ces échelles-là, c'est que nos ordinateurs de tous les jours, vos laptops, mon téléphone, sont déjà extrêmement perfectionnés. Et donc en comparaison, même ces machines qui, certes, sont des bêtes de course du point de vue de l'ordinateur quantique, sont ridicules ou sont à peine compétitives avec votre ordinateur ou votre téléphone. Donc même à cette échelle-là, à la fin des années 2020, l'ordinateur quantique était risible d'un point de vue marketing. Vous ne faites rien de mieux, ça coûte des millions, qu'un téléphone portable qui va vous coûter 100, 200 euros. Et donc, pourquoi j'ai arrêté ça en 2020 ? Parce qu'en 2020, il a commencé à se passer quelque chose que l'industrie a un peu de mal à digérer et dont on fait encore aujourd'hui un petit peu les frais, quelque chose qui est un peu déstabilisant mais en même temps très enrichissant, c'est que ces industriels, qui sont ces géants du silicone, qui avaient une roadmap, qui avaient prévu un plan pour aller droit de l'avant, sont remis en question aujourd'hui par de nouveaux pionniers
de nouvelles startups, de nouvelles entreprises qui se sont rendus compte que les choix technologiques qu'ils ont faits, ces géants, n'étaient pas forcément les bons. Que le marché qu'ils avaient visé n'était pas forcément le bon marché. Et donc que la métrique qu'ils avaient utilisée pour vendre leurs produits, notamment la taille de leurs appareils, le nombre de qubits par exemple, n'est pas forcément la bonne mesure, le bon indicateur de performance. Donc je vous ai mis ici 4 exemples. J'ai gardé quand même IBM pour montrer les progrès qu'ils ont fait sur les jonctions superconductrices. Ils sont à 400 qubits aujourd'hui. Mais tous les ordinateurs que vous voyez sur cette table, y compris le premier de Quantinuum à 20 qubits en ion piégé, ont à peu près la même puissance de calcul. Ils sont à peu près comparables. Alors que le premier est 20 fois plus petit que le second. Et donc il y a une compétition féroce qui est en train de s'amorcer parce qu'on remet en cause la technologie sur laquelle les industriels avaient parié. Et Quantinuum en particulier est issu de travaux académiques récents également. Donc il y a un bousculement de l'évolution technologique qu'on pensait un petit peu linéaire. Et les leaders du marché sont aujourd'hui bien secoués, avec un peu de difficulté à se repositionner sur un marché. Seulement, il y a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est que ces machines, aujourd'hui, elles sont au-delà de 100 qubits, ou elles sont au-delà de ce qu'on sait simuler. Autrement dit, elles ont atteint l'avantage quantique. Ces machines, on ne peut plus, en temps raisonnable, les simuler efficacement avec un ordinateur classique. Elles ont battu ce qu'on pouvait faire avec d'autres technologies. Elles n'ont encore rien fait d'utile. Elles n'ont encore, à ce jour, jamais démontré un calcul utile. Comment elles ont montré cette puissance de calcul? Par un benchmark complètement artificiel qui montre qu'effectivement, elles sont plus puissantes. Effectivement. Mais on ne sait encore rien en faire. Ce benchmark, il ne nous mène à rien. Il n'est pas utilisable, il ne va pas trouver des médicaments, il ne va pas faire de l'intelligence artificielle. Voilà. C'est un benchmark. Donc il y a encore une étape qui est en train d'arriver, qui est en train de s'amorcer, et qui consiste à amener des machines dont on sait maintenant qu'elles battent les ordinateurs classiques à un état où on peut les utiliser pour faire des choses utiles, les utiliser pour faire des choses intéressantes. Et c'est là où j'emboîte le pas, je crois qu'il me reste un petit peu de temps pour ça. Pour quelle chose utile, précisément? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ces ordinateurs-là? Eh bien, je reviens sur mes problèmes de tout à l'heure. J'en avais donné une liste, je vais regarder que le premier, parce que c'est le premier qui m'intéresse le plus. Ce qu'on appelle le problème du sous-groupe caché, qui a plusieurs avatars, logarithme discret, factorisation. C'est toujours le même problème. Et alors, pourquoi je m'intéresse à ce problème-là? Parce qu'il joue le rôle de serrure dans beaucoup de mécanismes de sécurité. Une serrure, vous voulez qu'elle soit difficile à casser, qu'elle soit difficile à percer. Ces problèmes sont supposés difficiles. L'ordinateur quantique, pour lui, ce n'est pas difficile. Et donc, le mécanisme de serrure qu'on espérait solide n'est en fait pas solide pour un ordinateur quantique. Ça veut dire que les mécanismes de sécurité qui sont en place aujourd'hui, qui ont été construits sur la base de la technologie qu'on connaît, vont perdre leur efficacité face à un ordinateur quantique, et plus spécifiquement en cryptographie, qui est mon domaine. Or, et j'espère ne pas vous l'apprendre, la cryptographie est un des piliers du monde moderne et du monde numérique en particulier. Et même si la menace de l'ordinateur quantique est lointaine, même si elle est imprécise, même si elle est nébuleuse, le simple fait qu'on puisse envisager d'affaiblir la sécurité doit être pris extrêmement au sérieux comme une menace majeure. Je vais être un petit peu plus détaillé, c'est peut-être pour les personnes parmi vous qui interagissent avec la cryptographie. Les autres, je suis désolé, vous fermez les yeux quelques secondes. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il y a 2 familles d'algorithmes quantiques qu'on connaît bien, qu'on maîtrise assez bien et dont on peut mesurer les conséquences. La première famille, les algorithmes de type Grover, sont des algorithmes qui vont affecter toute la cryptographie symétrique. Le chiffrement, AES, DES, triple DES, les mécanismes d'intégrité, les MAC, tous les algorithmes de type Shor qui vont affecter les mécanismes à clé publique, signature, chiffrement, RSA, courbe elliptique, DSA, échange de clés, VPN. Ils vont les affecter dans des proportions différentes. La première catégorie n'est qu'affaiblie. La deuxième catégorie est complètement remise à zéro. Et ces mécanismes, ça vous pouvez rouvrir les yeux pour les non-cryptologues, ces mécanismes ils sont au cœur de toutes les applications technologiques. Vous ne pourrez pas en trouver une qui n'utilise pas au moins un de ceux-là. J'ai mis une liste ici, je ne vais peut-être pas la lire. Je vais me contenter de dire que voilà, d'Internet aux communications téléphone, en passant par le bétail et la nourriture que vous mangez, tout ça repose de façon clé sur la solidité de ces mécanismes cryptographiques. Et en particulier, parmi tout ça, eh bien, le paiement. Et donc le paiement est mis face à cette menace, il est mis face à cette réalité. Et que faire? Je vais donner des directions générales et Bruno va enchaîner avec des directions plus précises sur ce qui a été fait, sur ce qui va être fait. Mais bon, évidemment, il faut comprendre la réalité de l'impact dont je vous parle. Ces mécanismes vont être affaiblis. Dans quelle proportion? Où ça?
il faut anticiper cet impact. Et ensuite, une fois qu'on l'a anticipé, il faut proposer quelque chose. Heureusement, les cryptologues ont anticipé la chose. On a déjà des algorithmes qui résistent à l'ordinateur quantique. Mais ils ne sont pas déployés, personne ne les utilise. Presque personne. Il faut convaincre des gens d'utiliser un algorithme plus coûteux, plus pénible, plus lent, face à une menace qui n'existe pas encore. C'est un travail pour lequel il faut donc communiquer, par rapport auquel il faut éduquer, il faut partager la connaissance et il faut s'entendre, non seulement nous, cryptologues, par rapport à l'industrie, pour effectuer cette transition et la guider, mais aussi entre industriels, pour arriver à une solution commune, interopérable, et que ce ne soit pas le chaos dans les solutions qui soient prises, et voire de mauvaises solutions qui soient choisies. Alors évidemment, et je terminerai là-dessus, l'informatique quantique ne s'arrête pas à la promesse de ruiner le monde de la sécurité. C'est une promesse parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres applications et beaucoup d'autres rêves qui vont derrière la possibilité de résoudre des problèmes qu'on ne savait pas résoudre. Mais je veux tenir à insister là-dessus. Toutes ces promesses, quelles qu'elles soient, n'arriveront, si elles arrivent, qu'après que l'ordinateur quantique soit devenu une véritable menace pour la sécurité. Hop là. Et je conclurai en demandant si l'ordinateur quantique va changer le monde, une question pour laquelle, évidemment, j'ai la même réponse que vous, oui et non. Merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup Rémi pour cette belle présentation. Donc on va enchaîner maintenant, compte tenu du timing, la vision de CB et comment nous comptons y faire face. Alors, je vais commencer par poser des bases. Donc, une transaction de paiement, elle peut être autorisée selon deux façons différentes. D'abord, en mode offline. Donc, la carte et le terminal vont dialoguer pour prendre une décision en local, donc sans interroger l'émetteur. Dans ces cas, ils vont s'appuyer sur la primitive RSA. En revanche, en mode online, donc la carte va générer une demande d'autorisation qui va être véhiculée jusqu'à l'émetteur pour vérification. Et là, elle va s'appuyer sur le triple DES. Comme disait Rémi, donc aujourd'hui, d'après les chercheurs, alors les ordinateurs quantiques du futur, donc demain, pourront rendre donc inefficaces ces deux primitives-là. Alors, pour aller plus loin, donc, nous allons utiliser ces schémas donc, justement pour vous donner des indicateurs concernant le niveau de sécurité donc, des algorithmes que l'on utilise tout au long de la chaîne. Donc, si on regarde la partie offline, donc en rouge, donc, seul le RSA est mis en œuvre. Et nous utilisons aujourd'hui des clés qui nous apportent un niveau de sécurité légèrement inférieur à 112 bits de sécurité. Pour le online, nous nous situons plutôt entre 112 et 128. Il faut savoir que d'après les agences nationales, aujourd'hui, face à un ordinateur plutôt classique, le 128, c'est la cible, c'est la référence aujourd'hui. Maintenant, alors, nous allons voir l'impact, donc qui pourrait faire donc Shor et Grover sur le système CB. Donc déjà, si on regarde, alors Shor, il est reconnu comme capable donc de résoudre le problème mathématique sur lequel se repose le RSA, qui est la factorisation des nombres premiers. Dans ce cas, il pourrait réduire à zéro, donc pratiquement zéro, la résistance du RSA. De cette manière, un attaquant pourrait donc casser une clé RSA en quelques heures et non en milliers d'années comme un ordinateur classique aujourd'hui. Pour sa part, Grover, donc comme il disait Rémi, il va s'attaquer donc aux clés symétriques. Il va réduire à la moitié donc la résistance de ces primitives. Donc on voit sur ces schémas-là, en orange du coup pour la partie symétrique, l'impact. Donc le système pourrait être fragilisé avec l'informatique quantique, mais on reste toujours sur des hypothèses aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'estimation claire, précise et même stable, parce que ça varie en permanence, de la puissance nécessaire pour casser les clés qu'on utilise aujourd'hui. Il faut dire que ça reste quand même un défi technologique très important et cela va continuer encore pendant les prochaines années. Alors, si on est là aujourd'hui, bien évidemment, c'est important d'anticiper. Il faut qu'on définisse une feuille de route pour les années à venir, donc un plan d'action. Donc chez CB, nous avons décidé de découper ce plan d'action en deux grands morceaux. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux transactions de type online. Pour remplacer le triple DES, donc nous avons déjà un candidat idéal qui est l'AES. Donc l'AES, il existe depuis une vingtaine d'années
Il a été scruté par la communauté internationale pendant tous ces temps. Donc il a fait ses preuves. Donc aujourd'hui, au-delà de ça, avec une taille de clé de 256, il est considéré même comme post-quantique, donc résistant à l'ordinateur quantique. En plus de ça, il y a un pari qui est fait de la progression du online versus du offline dans les années à venir. Alors, tout ça, c'est très beau, on va dire, mais il y a énormément de travail à faire. Donc, en passant par l'ensemble des domaines fonctionnels du système. Donc, en commençant par l'acceptation, les kernels d'acceptation, en continuant donc pour le lien, pour l'authentification du porteur entre l'acceptation et l'acquisition. Donc l'idée c'est de généraliser l'OPIN online, donc justement en AES. Sur le réseau d'autorisation, la bonne nouvelle est que nous sommes déjà sur l'AES, mais il faut encore franchir le pas pour arriver à mettre en place l'AES 256. Et en fin de compte, au niveau de l'autorisation émetteur, encore énormément de travaux, en tout cas, que nous anticipons. Le message ici, en tout cas, est que pour les transactions online, l'AES 256 se dégage vraiment comme notre cible pour les années à venir pour rendre résistantes les transactions online. Bon, vous allez vous demander maintenant, ok, quid des transactions offline? Alors, l'online ne peut pas être envisagé partout. Nous avons plusieurs cas de figure où l'offline est nécessaire. Donc, par exemple, dans les valideurs dans les bus, dans les transports en commun, ils sont très rarement connectés. Il y aura toujours des zones de faible couverture GSM, sans compter le risque d'interruption du service qui existe et va continuer à exister. Alors, nous avons besoin donc de préserver la capacité de traiter des transactions de type offline, ce qui nous apporte aussi une certaine façon, une certaine résilience pour le système, si le système d'acceptation il perd sa connexion. Mais qui dit traiter des transactions en mode offline dit aussi remplacer le RSA par quelque chose de beaucoup plus robuste. Et c'est là où les choix sont beaucoup moins triviaux aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation un peu entre deux. Donc d'un côté, le NIST a déjà sélectionné donc, des algorithmes post-quantiques pour remplacer le RSA, mais nous avons très peu de recul. Donc ça se trouve demain, dans 6 mois, dans 1 an, ces algorithmes-là vont être cassés, donc la communauté pourra démontrer des faiblesses. De l'autre côté, l'alternative la plus logique aujourd'hui pour remplacer le RSA, qui sont les courbes elliptiques, malheureusement, ce n'est pas une primitive qui est crypto, qui est post-quantique, qui n'est pas résistante à l'informatique quantique. Donc, cette problématique nous amène à un dilemme. Et nous avons besoin, justement, pour sortir de cette problématique, de la souplesse. Donc, justement, pour avoir de la souplesse, il y a un axe stratégique qui se dégage, qui est de développer la crypto-agilité. La crypto-agilité, elle va justement nous permettre de basculer, on va dire, d'une primitive à l'autre. Donc, éventuellement, même faire des allers-retours si on identifie que la primitive qu'on utilise, elle est menacée. Donc, la crypto-agilité, elle nous permet aussi d'avoir une certaine forme de tranquillité parce qu'elle nous permet de démarrer tout de suite sur les courbes elliptiques, de continuer à suivre l'évolution de la menace quantique et du coup pouvoir faire des choix plus à long terme, des choix plus informés sur le type de primitive qu'on va choisir quand elles seront éprouvées. Alors, donc pour résumer notre plan d'action, au niveau des actions à court et moyen terme, tout de suite au niveau de l'émission, alors comme je disais, nous devons promouvoir le passage du TSS à l'AES 256, même si c'est progressivement, remplacer le RSA, donc là, par les courbes elliptiques et favoriser l'online. L'avantage ici est que le parc de cartes se renouvelle naturellement. Elles ont toutes une durée de vie qu'elles ne peuvent pas dépasser, donc généralement entre 5 et 10 ans. Donc les industriels pourront, au fur et à mesure, remplacer les primitives sur le terrain. En revanche, c'est beaucoup plus difficile quand on parle du parc sur le terrain, c'est-à-dire les équipements comme les TPE, les systèmes d'acceptation, les DAB-GAB, les automates de manière générale.
Ces équipements, ils ont une durée de vie plus longue, en général entre 7 et 10 ans. Et donc, le renouvellement du parc, il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Alors, donc comment on va faire? Donc, quelle est la stratégie ici, justement? C'est de pouvoir construire une base solide, crypto-quantique, pour pouvoir déployer sur le terrain donc des mises à jour qui implémentent justement ces nouvelles primitives. Ça, on ne fera pas tout de suite, mais à long terme, lorsque l'ordinateur quantique sera assez puissant, du coup, pour pouvoir justement menacer les courbes elliptiques. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va continuer à suivre les progrès, bien sûr. Donc, c'est un plan d'action qui reste très macro. Donc là, il y a certes des limites, des perfections. Il est certes perfectible. Mais en tout cas, nous serons avec la communauté CB pour discuter, affiner justement les besoins, prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Mais l'important, là, le message, c'est vraiment, l'important, c'est de commencer maintenant. Donc, j'ai fini pour ma présentation. Je vous remercie. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a un micro qui est disponible. Alors, si, je ne sais pas s'il y a des questions. Si, oui. Alors, donc, il faut quelqu'un qui vous passe le micro. Ouais, ça va. Un peu. Les dés sont jetés. Ah. Allô, allô. Ah, c'est bon. Donc, merci pour votre explication. Tu m'entends? Oui. Ah, mais ça marchait. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, merci pour vos explications. Ouais, ça fonctionnait. Oui, ma question c'est, quand on parle de court terme, à quelle échéance on envisagerait une modification des spécifications pour faire en sorte que les produits cartes doivent implémenter justement ces algorithmes et que les spécifications fonctionnelles permettent justement l'implémentation des courbes elliptiques et de la crypto AES? Oui. Oui, donc ouais, c'est beaucoup mieux maintenant. Donc la réponse est oui, il y a déjà une étude qui a été lancée, donc en réalité une étude qui va durer au moins 2 ans, donc c'est sur notre plan de travail. Et oui, donc la spécification CPACE, par ailleurs, elle prévoit déjà l'AES. Maintenant, il faut encore qu'on travaille justement au niveau du kernel d'acceptation pour voir quelle est la stratégie justement pour intégrer les courbes elliptiques. Mais justement, ça c'est prévu en tout cas dans notre roadmap. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, Rémi... Si? Ah, ok. Courbe elliptique, quelle longueur de courbe avez-vous en perspective? Parce que pour l'AES, tu as mis une longueur, mais pas pour les elliptiques. Je vous avoue que c'est encore en cours d'étude, donc on n'a pas encore tranché là-dessus. Merci. Mais en tout cas, le niveau de force doit être de minimum 128, on va dire. Après, on verra pour les tailles exactes des courbes. 128 avant le quantique? Ou après le quantique? Non, il faut que ça soit effectivement... Moi, je regarde mon expert crypto qui est présent, mais on n'a pas encore tranché là-dessus. Justement, ça fera partie de cette étude qu'on va mener. Ok, merci. Bonjour, j'avais une question qui était plus à coloration géopolitique. Vous avez mentionné parmi les nouveaux pionniers beaucoup de sociétés américaines. Qu'en est-il des autres puissances? Je pense à la Russie, à la Chine, à l'Inde. Je pense que l'évolution dans ce domaine-là n'est pas celle qui était il y a 30 ans, 40 ans, où les États-Unis étaient encore
une puissance dominatrice. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette... Oui, c'est une très bonne question et c'est une très bonne remarque également. Là, j'ai montré ce qui était actuellement public. Il y a beaucoup de travaux de recherche dans ce domaine-là qui ne se font pas ou qui ne se font pas à la même échelle et de façon publique. La France a beaucoup investi dans la recherche quantique, mais pour l'instant, ça n'a pas encore porté de fruits industriels à la même échelle. La Russie et la Chine investissent depuis plusieurs années, mais ne communiquent pas les travaux de recherche qu'elles obtiennent. Donc ça relève d'une question plus générale qui est l'échange libre scientifique des progrès et des technologies. Ça ne porte pas que sur le quantique. Beaucoup de ces acteurs géopolitiques considèrent les technologies quantiques au sens large, et ça inclut le laser, ça inclut d'autres choses, comme des technologies militaires. Et donc sont traités comme une arme atomique ou comme des radars, quelque chose dont on ne communique pas les travaux, qui ne se vend pas sur le marché public et dont les progrès sont gardés sous couvert. Donc je pourrais en dire plus, mais pas en un quart d'heure évidemment. Oui, allô? Allô? Ok. Oui, excusez-moi. Le passage en AES 256, il concerne que la clé maître ou est-ce que les clés dérivées par transaction devraient être également en AES 256, donc avec une sécurité de 64 pour les transactions online. Mais dans ce cas-là, il y a peut-être, dans certains domaines au moins, encore un effort de normalisation à faire, parce que je crois qu'il y a déjà des normes pour la clé maître en 256, mais les clés dérivées, je crois que c'est en 128, et tout n'est pas avec, toutes les normes ne sont pas avec des clés dérivées en 256. Donc il y a un besoin de normalisation, ou est-ce que sur la base des normes actuelles, vous pouvez migrer sur de l'AES 256 comme clé maître et de la clé 128 en clé fille? Voilà, c'est juste une question pratique d'implémentation. Oui. Disons que la cible, ça sera du 256. Cette migration pourrait être progressive. Donc il faut encore qu'on analyse les spécifications à date. Si elles supportent déjà le 128, déjà le 256 au niveau de la carte directement, ou le 128. Donc c'est une étude qui démarre. Donc c'est effectivement, il faudrait en tout cas sur CPACE, je suis certain qu'on puisse déjà démarrer et mettre des cartes en AES. Après, si au niveau des clés dérivées, si on peut déjà aller en 256, effectivement, ça c'est un travail qui est en cours. C'est la même chose pour l'acceptation, hein, c'est-à-dire pour les clés dérivées de clés de scellement, par exemple. Oui, au niveau de l'acceptation, il faut qu'elle puisse dialoguer avec la carte, et sinon, ça sera surtout les cours optiques qui vont être implémentés. Mais on pourra vérifier. Je ne sais pas s'il y a... Oh, oui, je pense qu'il y a... on passe à la prochaine question ou pas? Non mais... Bon, je vais y aller alors. Ici, oui, je m'appelle Gage Olivet, je travaille pour Pascal. On est une entreprise de quantique justement. Je vais d'abord donner ma question et ensuite je ferai un petit complément d'information par rapport à la question géopolitique de monsieur. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que les émetteurs de cartes, les différents acteurs vont être capables de s'adapter et de mettre à jour leurs standards assez vite vis-à-vis de l'évolution de la technologie. Vous avez donné des chiffres de qubits, etc. Mais par exemple, chez nous, la roadmap, c'est d'avoir un ordinateur à 1000 qubits en 2024, voire à la fin de cette année. Ça va très vite, chez IBM aussi, chez tout le monde. Mais donc, ça c'est ma question. Est-ce que vous pensez que les acteurs vont être capables de s'adapter assez vite? Et petit complément d'information pour le monsieur. Donc oui, en France, il y a quand même aussi des acteurs. Je ne prêche pas que pour ma paroisse. Donc il y a Pascal, mais il y a aussi Candela, Alice et Bob, etc. Et donc voilà. Mais bon, revenons sur la question parce que... Je vais faire un commentaire rapide sur la question qui est posée, sachant qu'on est d'accord que la France travaille aussi. Les courbes elliptiques dont on parlait tout à l'heure, c'est 1984. On n'est pas encore à un stade où on peut dire qu'elles sont déployées. Donc quand on parle aujourd'hui de peut-être un jour déployer les algorithmes post-quantiques,
on est aussi en train de parler d'une échéance de peut-être 30 à 40 ans avant que ce soit effectivement sur le marché. De mon point de vue de cryptologue, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, après, du point de vue concret, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on va accélérer? Est-ce qu'on va mettre les budgets pour le faire? Ça, c'est une question pour les industriels. Oui, en réalité, c'est difficile de se prononcer au nom des industriels. Donc, effectivement, si la menace devient réelle, je pense qu'il y aura des priorisations à faire. Il est difficile de... Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet d'actualité. Ça touche un peu à tout l'écosystème. Les industriels sont mobilisés sur le sujet. Après, est-ce qu'ils seront en mesure de résoudre le problème si l'ordinateur quantique de puissance, on va dire, une puissance importante arrive fin d'année ou l'année prochaine? C'est difficile à dire. Mais on suivra, on continuera à suivre et on mettra la priorité nécessaire. Après, j'avais préparé quelques questions pour Rémi, éventuellement, si Rémi accepte. Donc, en fait, il y avait une question concernant la géopolitique. Après, l'implication de la France face à la menace quantique. Quelle est l'implication? Est-ce que tu pourrais dire un mot éventuellement sur les travaux, éventuellement la doctrine de l'ANSSI en particulier? Oui, c'est l'occasion de dire un petit peu plus sur ce que j'ai vraiment rapidement raconté. Il y a beaucoup d'investissements en recherche et en développement sur les technologies quantiques qui dépassent le seul calcul quantique. Quand vous passez une IRM, quand vous passez des examens médicaux, souvent c'est ces technologies-là qui interviennent également. Donc ça a d'autres retombées, j'insiste dessus. Il n'y a pas que la menace quantique dans le quantique, ça sert à plein de choses. La doctrine française à l'heure actuelle est une doctrine très conservatrice, très prudente, qui consiste à dire, pour l'instant, l'ANSSI recommande de parier sur les deux chevaux, c'est-à-dire à la fois sur des technologies quantiques et des technologies classiques, sur de la cryptographie post-quantique et la cryptographie qu'on utilise. Donc il recommande d'utiliser à la fois les protections qu'on a déjà, les renforcer, comme ce que tu montrais tout à l'heure, et puis les complémenter avec des technologies post-quantiques, avec l'idée que si l'une des deux casse, il reste toujours l'autre. Bon, il ne prévoit pas que les deux cassent en même temps. Ça, c'est un point. Après, il y a une question un petit peu plus long terme qui est derrière ces investissements en technologie quantique qui ont certes d'autres retombées, quelle est notre doctrine, entre guillemets, militaire? Et ça, je ne peux évidemment pas me prononcer là-dessus, ce n'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Tout ce qui est certain, c'est que la France et l'Europe suivent derrière, pour l'instant, technologiquement, mais ont des progrès, que tous les algorithmes post-quantiques dont on peut parler, dont on a parlé, ont été co-développés par des équipes françaises, belges aussi, mais françaises beaucoup, et que les États-Unis, qui ont certes un avantage pour l'instant industriel, sont en fait en train de perdre de vitesse, je l'évoquais tout à l'heure, face à de nouveaux pionniers, dont l'industrie française, dont les algorithmes qui sont développés chez nous. Mais sur l'avenir, je ne sais pas me positionner. Peut-être le temps pour une dernière question. Voilà, si personne n'ose dans les 2 minutes qui restent, tu peux essayer. En tout cas, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que tu penses qu'un jour, les ordinateurs quantiques pourront être achetés, utilisés par les citoyens, on va dire, généralement, comme on fait aujourd'hui avec les ordinateurs classiques? Je ne sais pas. Je peux te dire, parce que je donne un cours là-dessus, que l'histoire des ordinateurs qu'on a aujourd'hui est une histoire absolument rocambolesque, qui fait intervenir des choses absolument inattendues, qui font qu'aujourd'hui on a un ordinateur. Et ça a trait à toutes sortes de drogues, et ça a trait aux hippies, et ça a trait à tout un pan de l'histoire qu'on n'enseigne pas à l'école, qui fait que ça aurait dû ne jamais arriver. Et c'est arrivé. Donc ce n'est pas une nécessité du progrès scientifique qui fait qu'on a des ordinateurs classiques aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas le progrès scientifique qui fera qu'on aura des ordinateurs quantiques demain. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Est-ce que ça va arriver ou pas? Est-ce que la société va se rejoindre avec l'innovation? Peut-être, peut-être pas. Je vois ça peu probable de mon côté, parce que je vois que mon angle de l'histoire. Mais s'il y a un marché pour, ça se fera peut-être. Je crois qu'on arrête là. Merci à toutes. Merci à tous. Merci beaucoup.